me soit permis de saluer la présence d'éminentes personnalités qui ont bien voulu nous faire l'honneur de participer à cet événement. Par votre présence, vous conférez à ce forum son caractère stratégique. Cela témoigne sans doute de votre volonté d'accompagner le Cameroun dans sa démarche vers l'émergence à travers une valorisation transparente et durable de ses jeunes. J'exprime également ma profonde gratitude à tous les participants et les spécialistes en question de géologie, dont les contributions à cette session permettront d'esquisser des nouvelles méthodologies en vue de partager des pratiques exemplaires et de travailler collectivement pour l'amélioration de la gestion de nos pierres de couleur. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour marque la volonté de notre Mali de renforcer non seulement les capacités des parties prenantes dans la caractérisation technique et financière des jeunes camerounais, mais aussi les liens de coopération économique avec des investisseurs étrangers et locaux au travers de la promotion et de la commercialisation. Cette exposition vient donc s'arrimer à l'une des missions phares du partenariat MINUI Programme ACPU Union européenne, fixé durant la conférence annuelle du MINUI en janvier 2019, sous le thème de la valorisation des minéraux de développement en vue d'une meilleure contribution du secteur minier dans la croissance de l'économie locale, voire nationale. Cet objectif, qui s'inscrit ainsi en droite ligne avec la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, traduit dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. J'adresse enfin mes sincères gratitudes au Bureau de commercialisation des substances minérales NATMAINI pour le choix de ses investigations dans le secteur des pierres de couleur et pour le déploiement de toute son expertise en vue d'assurer la réussite parfaite de cette grandiose manifestation. À vous tous, j'exprime la reconnaissance de son Excellence Gabriel Ndondoké pour l'intérêt que vous portez aux questions de développement du secteur minier au Cameroun. Donc la première présentation que nous aurons sera une vidéo illustrée dont le thème est les pierres de couleur, un investissement attractif.
C'est un bureau d'achat international qui a été créé il y a plus de 4 ans et qui avait en fait pour mission première de faire connaître le marché camerounais à l'échelon international et puis assurer l'amélioration des conditions de vie des artisans du secteur minier. Donc les premières années ont été des années d'analyse d'état des lieux, en gros de ce qui existe, nouer des contacts avec des partenaires, rencontrer des investisseurs potentiels dans les salons internationaux, acheter des pierres, exporter et faire connaître le sous-sol, ce qui fait qu'on a rencontré des partenaires en Inde, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, à Dubaï. Et donc tous ces partenaires-là sont prêts. À Dubaï, ils sont très habitués à l'or, mais nous, on leur a dit en fait que notre sous-sol a un potentiel énorme, parce que quand on parle pierres précieuses, on parle seulement diamants, or. Mais ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est que le Cameroun regorge de nombreuses ressources minérales sous-évaluées parce que tout le monde se concentre uniquement sur l'or et le diamant. Et donc du coup, ces partenaires-là sont prêts à s'engager avec nous. Et nous avons besoin de vous pour pouvoir aller plus loin par rapport à ce que nous on a présenté. Donc, voilà, je vous remercie. President founder of Nan Mining, the various coordinators, Alex Excellency, representative from the Minister of Mines, I salute you. So tonight I'm going to present a short but long presentation on gemstones in Cameroon, and the modalities for any investor who wish to invest in the sector, either exploitation or purchase of minerals, especially gemstones. Thank you. So my presentation is going to be in 7 points, as you can see on the board. Generalities, where gemstones are found in Cameroon, the diagnostics of sapphire sector, because as of now, Capon has focused on sapphire for the past 10 years. We've not touched much of the other substances, but for sapphire, we have detailed information about sapphire already. With the coming of the ACP, the UNDP project, we are developing the other ones. We're going to talk about the conditions to purchase in the artisanal and semi-mechanized sector. We're going to talk about the modality to invest in the artisanal mining sector. And you're going to see some pictures of some mining sites. We have energetic substances, we have materials of construction, we have decoration stones, and all those ones. But as of now, the gemstone sector in Cameroon is mostly focused in 4 or 5 regions. That we have the northwest, the southwest, northwest in Misaje, Diamé, southwest in Senarakati, Okoyon, in Adamawa, in Tignier, Marma, Banyut, in the north and in the far north. So gemstones are classified generally in 2 types. We have the natural gemstone, and then you also have the hard gemstone. So we have on the board some examples of the fine decorative stones that you all know, the garnets, the quartz, the tourmaline, the zircons, because these ones are called fine stones, coral stones. We have organic stones like pearls, ambers, and corals. Of course, this is generalities, the uses of gemstones in general, for jewelry mostly. And then for those of us who've been to Asian countries, you see that gemstones are used for protection. We use it as amulets. People wear it and believe, my friends behind them know what I'm talking about. You believe that it protects you, it keeps you away from enemies, it makes you pure. When you're in dignity, like here, you have to put on gemstones on you. And now, unfortunately, in Cameroon, we are forced to talk about this because it is what is flourishing in Cameroon. Synthetic and imitation gemstones. Synthetic gemstones are gemstones that are made in the laboratory. And unfortunately, I said unfortunately, Cameroon is becoming more and more rampant. People presenting stones that test like gemstones, like ruby, tourmaline, diamond, but they are synthetic, made in the laboratory. They don't have the value of the natural gemstone. We have imitation stones, stones that look like the gemstones, but they are not actually the gemstones. It is a map where you can find gemstones in Cameroon. I already said it. So the ones we see in blue are what we've made. We've already done a lot of research on sapphire. Myself in 2009, I was in Tignier, Banyo, Tibati, and then later on we went to Misaje, in the northwest, and then in the southwest in Okoyon. We have statistics and quantities that we already bought from those localities, so we know much about the localities. For the other stones, we work with collectors and artisans who gave us information, so we are still to intensify. Hopefully investors can invest to get more information about those areas.
Yes, it's the same thing. It's the coordinates of the map you have behind. Yes, this is Sapphire. All the areas you find, unfortunately, the center is not concerned. Just go on, it's still the same map. I talk about the Adamawa region because we focus much in Adamawa region. We have an office in Marma, in Tibati, in Mayobanyo, in Tiniel, and there we were able to organize artisans into community groups. Today we are talking about cooperatives, but in those days it was CIG. So we organized them into groups and we gave them support in terms of equipment, and we bought their stones. So most of these stones are presently stocked in the Ministry of Finance for some quantity you see at the end, and some are found in Gabon in Yaoundé. Then those of us who were involved in buying the stones, we had some qualities, the 4C, the carat, the cat, the color, and the clarity, which we used to purchase the stones. But with time, we'll be able to develop more expertise with all added equipments. We don't save our trips out of the country to get more information about gemstones. So today, with software like that mining, we hope to able to improve the quality of stones we get from the field. This is how it moves on the field generally in Adamawa. I mean, you find diggers who are digging, you have sorters, those who are separating, mostly women. Then you have, when they have the raw stone, they sell it to what we call the collectors, and the collectors sell it to the Bureau d'Achat. But let us be frank, most often it's sold to illegal buyers, so they don't have the papers. So we're trying to formalize that, as the minister said during her interview. Yeah, it's just a picture of a characteristic mining site for sapphire. As I said, I focus more on sapphire. Here is Marma village. The men are involved in the hard work. As you can see, they're digging. When they've dug, they remove the water. Then the women come now to sort, to pick out the gemstones. Generally, it's the same thing for diamond now. So they use different equipment like jigs and things like that. Yes, you will see that most Africans, most Cameroonians don't put on gems. So we can imagine that if you are producing gemstones, they must be sold somewhere. She talked of the various fair and exhibitions that she participated in, and this map brings out where the gems end. But also sapphire is Sri Lanka, Thailand, where they take the stones, and then later on take it to USA and other European countries for wearing. So this map is just to show us where the sapphire are found and where they are sold. Unfortunately, so you know, Madagascar is one of the poorest countries in the whole world. You'll be shocked to hear that it's one of the greatest deposits of sapphire in the whole world too. And you need to start thinking where that sapphire goes to and which country it develops. Now I've talked about the gemstones generally. Now it's time to know what to do to become a legal buyer in the sector. So first of all, those of us who don't have much money, you can start with the collector's card. This card is delivered by the original delegate of wherever you are found. If you're in the east, in Betua, in the north, in the Adamawa, in Gaoundé, to obtain this card, you need just an ID card, a connection plan where you live, and a token of 25,000 francs. This card is valid for 1 year, renewable. The file can take between 3 days and a week. If you want to renew it after that year of expiration, you can then pay 50,000 francs. Now, if you have much more money, and you want, and with the collector's card, you cannot export the stone. You need to work with a buying office. That's why the second one here is a buying office, what you call Bureau d'Achat. To obtain this one, you need to have a little bit more capital. That's 750,000 francs. You need to be a Cameroonian who have a legal structure created in Cameroon. And if after 4 years of validity you wish to renew it, you will pay a token of 1,250,000 francs. Each time you obtain your gold, sapphire, or whatever mineral you want to travel with, you pass through the interaction of mines, where they will give you they'll identify your stone or your gold, then they will give you a value that you pay the tax. For gold, it's 5% analog tax, 2% export tax, 2% custom duty, sorry. For sapphire, it's 8% analog tax and 2% custom duties. For diamond, you pay 8% for analog tax, 2% for custom duties, and 5% for the GML certificate. Yes, this is also saying this. So now, when you have your minerals, or your gold, or whatsoever, you need to pay a token of 250,000 francs to the Department of Mines again, or to the Regional Delegation of Mines, as your transit license, for your transit license. No matter the quantity, even if it's 1 gram, or it's 100 kilo, or it's 1 carat, or it's 1,000 carat, you pay the same amount to give you a receipt. This one now is for those who want to exploit.
As an individual, I want to exploit. I'm a Cameroonian. I go to the divisional delegate, not to the regional this time around. Divisional is at the local level with my ID card, and I obtain a card that will make me to become a legal artisanal miner. That card is 10,000 francs renewable. We want to renew it, you pay 20,000 francs. It means you've already got some interest and you want to continue. This is when you want to obtain your own portion, because with the artisanal miner's card, you can just prospect around the village to know what's there. Now you want to develop the activity to start producing, and you need a hectare. So each hectare you pay 30,000 francs. If you don't finish the hectare, you have to renew, you pay 50,000 francs. Here now you got more money, and you want to, maybe you want to put in some excavators and things like that. In this case, you need machines. So the mining code also provides, the new mining code 2016 December, provides that you can obtain an authorization to do that from 4 hectares to 21 hectares. And you pay token sum of 1.5 million, and you want to renew is still $1 million. Okay, this is for those who want to do big, that you want to work with about 500 kilometers square. You do the reconnaissance first, so you go around and check what is there, following the map they give you in your own day. You go on the field and you check, you pay the amount of 1 million, and then you renew it for 5 million. Then if you want to do exploration, you pay 3,000 francs per kilometer square. That is the geologist or the engineer already prospected and told you this area can have this. Now you want to limit yourself for a particular area. So when you measure, but the maximum should be 500 kilometers square. Now when you get 500 kilometers square, you multiply by 3,000, you pay that amount, they give you a receipt, and then the procedure continues. First of all, before paying that amount, you have to go to the mining cadastre where they will tell you the area is free or not, because you cannot go and pay when the area is occupied by another person. You wish to renew it, you pay 4,000 kilometers square. Or to transfer it to another person, for example, if I have my permit, and that mining is interested in my permit, she will have to pay me. We have to pay 7.5 million francs to the government. This is a mining permit. That is after doing the exploration, which is 3 years renewable twice, up to 2 years. After doing the exploration and you wish to develop the mining, you wish to bring the machines, you wish to go down 100 kilometers square and things like 100 kilometers deep and things like that, you need to obtain a mining permit. It can be a small scale mining permit, it can be an industrial mining permit. For the industrial mining permit, it's 25 years renewable. For the small scale mining permit, it's 10 years renewable. Some companies are already doing that right now, applying I think in Colombia for gold. So now I have no company applying that for gemstone. But for mechanization, we had some companies in the Banyu, in Malum, some Sri Lankan guys who worked in mechanization there, and then later on they closed down because they were using a research permit or an exploration permit to exploit, which is out of the law. So they finally abandoned. So we are encouraging investors who wish to do semi-mechanization of gemstone, that there are areas where we know that there are substances there, but maybe the collector, those who are there, don't have the means to mechanize the activity. You can enter into partnership, or you sponsor the activities, and then you do production sharing at the end of the day. Of course, under the supervision of CAPAM, or under the control of CAPAM as provided by the Prime Ministerial Decree of 1st August 2014. So that's for the industrial mining permit. So obtain it, you pay 6 million, to renew 50 million, to transfer to another person 30 million. Okay, thank you very much. Now we'll go to the annex where you can see some slides, the exploitation phase of gems. I said gems, but I told you my case study is sapphires. We engineer something. We meet the forest. After testing, you have to clear the bush around. Then you start pitting and doing your watering around the pit. Okay, yes, I think the means are very clear. So at the end now, this process, when you get here, that's where it's different from gold. Gold, you pass it on the washing table, or what you call long term. With precious stone, you get the stone in the back and you wash as you're washing dole. When you finish washing now, you go to the table where the women will pick the stones one after each and they store it somewhere. This sieve here is actually a sieve used to separate pen stones. But in sapphire, when we started in 2009, when I started in 2009, we met guys who were really experts. They told us this sieve is internationally recognized. I will not be able to prove that. I will not be into Sri Lanka or to Bangkok yet. But at least since most of them buy with this sieve, we also use this sieve to buy for kebab. So the sieve has numbers. When the stone comes, you see the numbers. Okay, sorry, I just decided to put some samples of collector's card so you can see if you wish to obtain one. That's how it looks like. We have a picture on it. And the sample of buying permit. That's 4 years. Yeah. And then here, okay, we just put the various types of sapphire that we
managed to obtain, as I was talking about the sieve, it has numbers. When it's less than 8, we call it Kasa. Kasa in Hausa means small. Brothers are here. Then when it's above 8, we call it Taifa. When it's above 15, we call it Falagram. And when it's above 25, it becomes pieces. Now those pieces go from number to number in range of 5. From 25 to 30, we have 30, 35, 35, 40. And we managed to get the gradings in a way that if you give me a stone and you tell me it's 25, 30, I already know that the size, the weight, will be 0.2 to 0.4. If it's 30, 35, it will be 0.4 to 0.6. If it's 35, 40, it will be 0.6 to 80. If it's above 40, it will be 0.8 to 1 gram. And now when you go to 1 gram, I start going gram by gram, 1 gram to 2 gram, 1 gram to 1.5 gram, and so on and so forth. All those things vary with the prices. So each of those categories have a particular price on the field. It's able showing the stock of sapphire that Kapam managed to transfer to the Ministry of Finance in 2012. It was about 15 kilo 386 grams. It was close to 112 million that were transferred to the Ministry of Finance, and it's still there. And we are, with the project that came up with the coordinators here, we are seeing how to do to get them. It's true, it's open. It's a sector that is not only governmental or Kapam, it's open to the public. So it means if anybody has not talking in a presentation, it shows that if there's any private person who wants to open the getting unit, it's authorized. It means that it's not forbidden. Yeah. So this is the stock that is transferred. Yes, 15 kilo 386. Yeah. Then this is the stock that is in Kapam. After transferring that stock, we had to obtain another stock again, 8 kilo 600. It's true. With time, we took some to get. Yeah. Thank you. Welcome back to Zambia. Yes. So we have been taking some out to get. We took some stones to Madagascar. We sent a colleague to Madagascar who actually brought back as the minister was saying, when you get the stones, the value add. The coordinator of ACP is here. He was also in Zambia. He just came back from Lusaka and he kept more the stones. So it means that we know that if you kept the stones, the value adds. So these stones are in the office, but the quantity is normally the same because of maybe some. Okay, thank you very much for that kind attention. Je suis Madame Lina Mouni, chef de service de l'artisanat minier et de la petite mine. Je représente le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Moi, c'est M. Souré, conseiller technique numéro 2 au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Je représente le ministre ici. Je suis Jean-Baptiste Djoumessi, chef Djoumessi au Makamsa, à Cham, et président fondateur de Net Mining. Bonsoir à tous. Moi, je suis Ahmed Tanier, PDG du groupe Aléo. Je suis occupé de la Chine, j'ai l'étude de l'aviation des mines. Moussa Charlot, je suis coordinateur national du programme ACP Union Européenne, géré en partenariat avec le PNUD. Donc je suis du PNUD. Merci. Bonsoir, je suis M. Paul Samuel Patrick, collaborateur directeur général de l'économie, et je représente le ministère de l'économie. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Magila Gabriel, chef de lutte de lutte contre le chômage, représentant du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Je vous remercie. Ingénieur Lémy, représentant au commandant du Cameroun. Bonsoir, c'est Mondo Hassen, ingénieur pour le ministère des Mines, Cameroun. Bonsoir, inspecteur de police principal de la service et l'école nationale supérieure de police. C'est pour la sécurité. Good evening. My name is Falo Boji Alfred. I'm engineer of mines and geology, chief of artisanal mining production unit Kapam. It's your mines, please. Bonsoir à tous. Je suis M. Chambou Jonathan, Fanny, contrôleur de mines Kapam. Bonsoir, moi c'est Landafo Pierre Duclos, ingénieur d'études direction des mines Yaoundé. Bonsoir, moi c'est Moïse Léby,
opérateur économique, je voudrais voir si je peux investir dans le secteur. C'est pour ça que je suis là. Bonsoir, Madame Foning, épouse Ados Lomonéfond, opératrice économique et intéressée à investir dans le domaine minier. Bonsoir, Madame Tokam Virginie, futur opérateur économique, futur investisseur. Bonsoir à tous. Joël Lepa, journaliste, reporter à Ecomata. Bonsoir, François Sebeunana, entrepreneur minier, chef d'entreprise et premier vice-président de la Chambre de promotion des mines du Cameroun à Bétois. Bonsoir, moi c'est Mahamadou Mama, chargé d'études assistant numéro 1 à la cellule des stratégies technologiques au ministère des Mines, de l'Industrie et du domaine technologique. Merci. Bonsoir à tous, je suis Daniel Barga, je suis le secrétaire général de la Chambre de promotion des mines du Cameroun, qui est une organisation qui est en train de se mettre en place et qui a pour but de fédérer tous les opérateurs du secteur minier et en même temps d'encourager les investissements dans le domaine minier artisanal. Merci. Amadou Gourouza, porte-parole. Frédéric Clété, collecteur artisan. Risco Ousmane, producteur de diamants appel de Tamali. Donc on a les aigues marines, les tourmalines, les grenats. Il y a beaucoup de pierres, la tanzanite. Il y a beaucoup de pierres qui sont semi-précieuses mais qui ont beaucoup de valeur. Les valeurs de ces pierres taillées peuvent atteindre 15 000 € le carat. Il y a une tourmaline spéciale qui s'appelle tourmaline de Paraíba qui peut atteindre même 80 000 € la pierre. C'est une pierre qui n'est pas parmi les 4 premières pierres, donc ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le saphir, ni le rubis, ni l'émeraude, mais c'est des pierres qui sont recherchées dans le domaine de la joaillerie. Alors, moi j'ai pris l'améthyste, qui est une pierre, on dirait, ordinaire. Bon, c'est pas une pierre très recherchée. Bon, j'ai une améthyste, j'ai vu que le représentant du programme du PNUD a également une améthyste sur sa bague. Donc, c'est pas une pierre qui, on dirait qu'elle est trop chère. Et j'ai volontairement pris l'améthyste parce que nous avons beaucoup d'améthystes au Cameroun. Alors, l'améthyste, c'est une variété de quartz que l'on trouve sous forme de cristaux. Ça vient, quand on creuse, quand on casse, quand on arrive sur la roche, on les trouve comme ça et c'est ces petits. Vous les verrez tout à l'heure parce que les artisans, les collecteurs sont en train d'exposer les pierres. Vous verrez des améthystes bruts et vous aurez également des pierres déjà taillées. Donc, les améthystes proviennent de nombreux endroits à travers le monde. Les principaux gisements d'améthystes se trouvent au Brésil, en Uruguay, en Inde, à Madagascar. Le chef en a parlé. L'Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis, le Mexique et le Cameroun. Je tiens à dire que lors de nos différents déplacements à l'étranger pour la prospection de Nat Mining, quand on arrive sur les salons internationaux et qu'on dit qu'on a des pierres qui viennent du Cameroun, les gens sont perdus, ils ne comprennent rien. Ils disent, le Cameroun, c'est situé où? C'est pas répertorié du tout dans leur... dans leur esprit, le Cameroun n'est pas un pays minier. Donc, on est comme des pièces, des personnes qui... c'est pas de bon sort, quoi. Donc, on a vraiment beaucoup à faire pour faire connaître notre sous-sol à l'échelon international. Parce que l'améthyste fait partie des pierres fines, pas des pierres précieuses, comme je vous ai dit. Donc, si on dit pierre précieuse, on ne mettra pas l'améthyste dedans, mais c'est une pierre fine parce qu'elles sont recherchées en bijouterie. Donc, il y a plusieurs couleurs d'améthyste qui sortent du sous-sol. Il y a du lilas transparent, violet intense et violet profond. Alors, le coût de la pierre dépend, bien sûr,
de son poids qui est estimé en carats. Donc le carat, c'est 1 gramme divisé par 5. Donc son poids, sa pureté, ça veut dire que, vous verrez tout à l'heure, il y aura des pierres très claires et des pierres avec des inclusions. Donc quand la pierre a des inclusions, sa valeur diminue. Donc ce qui fait la valeur de la pierre, c'est donc le poids, la pureté, la couleur et la manière dont elle a été taillée. Donc là, il y a des pierres qui sont taillées ovales, il y a plusieurs types de tailles. Donc il y a des pierres, quand vous les voyez, elles vous appellent en fait. Elles sont tellement bien taillées, tellement magnifiques et ça fait que le prix augmente. Alors, les vertus de l'améthyste, le représentant du CAPAM l'a dit tout à l'heure. L'améthyste brute, qui n'est pas synthétique, peut être utilisée pour combattre les intoxications, les addictions telles que la drogue, l'alcool, le tabac. Après, il faut y croire. C'est la pierre de la sagesse, de l'amour, du divin et de l'humanité. Elle possède un effet calmant et stimulant à la fois, parce que les pierres sortent du sol. Et vous savez aussi bien que les plantes ont des vertus, les pierres ont des vertus. Donc il y a toute une science qui s'appelle la lithothérapie, qui se base sur les pierres pour traiter. Donc ce que ces spécialistes des pierres brutes, pas taillées, disent, c'est que l'améthyste peut être utilisée comme un calmant, un stimulant, elle peut dissiper la colère, la fureur, la peur, l'anxiété, et elle peut alléger la tristesse et le chagrin. Les localisations de l'améthyste des puits qu'on a trouvés au Cameroun, il y a Dombélel, le chef en a parlé, dans la Damawa. Ils ont du saphir, du grenat, de l'améthyste là-bas. Il y a Tello dans la Damawa, saphir, améthyste, grenat. Mantoum dans le nord-ouest. Et là, c'est un exemple de bague taillée en cabochon. Alors, je vais revenir en arrière. Ok, ça c'est une taille en facette. C'est-à-dire que quand la pierre est belle, déjà brute, on peut la tailler en facette parce qu'on fait ressortir la lumière. Donc vous verrez la différence entre un brut et un taillé qui a de la clarté. Donc du coup, la luminosité, l'indice de réfraction, c'est ça, permet que la pierre brille et augmente de valeur. Maintenant, quand la pierre est un peu plus opaque, on ne peut pas la tailler en facette, mais on trouve quand même comment la tailler. Voilà, là on a taillé cette pierre en cabochon. Ça veut dire qu'il n'y avait pas trop de lumière qu'on pouvait ressortir, mais on l'a quand même taillé en cabochon et on l'a quand même utilisé pour en faire un bijou. Alors, je prends un exemple, je vais essayer d'aller lentement. Pourquoi on pense qu'il faut absolument une taillerie? Parce que quand on voit, par exemple, le prix d'achat de 1 kg de brut d'améthyste, donc si on achète 1 kg de brut d'améthyste, fonction de la pureté et de la beauté du lot des pierres qui se trouvent, on peut acheter le kilo à 120 000, entre 120 000 francs CFA et 300 000 francs CFA au niveau des artisans. Après, tu peux acheter moins si l'artisan c'est ta personne. Mais disons qu'on peut acheter à ces prix-là à peu près. Maintenant, nous on taille généralement au Nigeria ou en Inde ou au Pakistan, comme l'a dit le chef. Et le coût de la taille, c'est 200 francs par carat taillé. Ça veut dire que quand tu prends tes 1 kg d'améthyste que tu achètes, ce que tu vas payer au tailleur, c'est les carats taillés. Parce que quand tu donnes 1 kg d'améthyste à tailler, on perd 40%. Donc tu payes 60% en fait, fois 200 francs. Donc, si on était à 1 kg moins 40%, on est à 600 grammes. Donc 600 grammes, je vous ai dit que le carat, 1 gramme c'est 5 carats. Donc, puisqu'on paye en carats, on aura donc 600 grammes fois 5 carats, on payera donc le prix pour 3000 carats. Donc 3000 carats fois 200 francs CFA, ça fait 600 000 francs CFA. Vous voyez que le coût d'achat est à 120 000, entre 120 000 et 300 000, mais le coût de la taille est à 600 000 francs CFA. Fonction de combien on a acheté, on est déjà à 5-6 fois le prix. C'est déjà énorme. Donc on dépense un total de 720 000 francs CFA pour cet exemple-là. Maintenant, avec 1 kg d'améthyste, on ne peut rien faire. Quand on va sur un salon international, il faut au moins 100 kg.
il faut avoir, parce que quand tu arrives sur un salon international, parfois il y a des salons comme Sainte-Marie-aux-Mines, c'est des villages de pierre. Il y a des espaces VIP que tu peux réserver, mais quand tu arrives sur ces espaces, les Indiens, ce sont les maîtres du monde. Parce qu'eux, ils ont compris qu'il faut se mettre ensemble. Donc vous voyez là, on a réuni volontairement des artisans, parce qu'à Nat Mining, on croit que ce n'est pas nécessaire de cacher son réseau, parce que souvent vous allez entendre non, non, je ne veux pas que tu connaisses mon revendeur, etc. Je ne veux pas que tu achètes. Non, on n'a rien compris. Parce qu'on fonctionne comme ça depuis et on n'arrive pas à impacter. Or, les Indiens, ils ont pris les choses de l'autre côté, ils se réunissent, ils se mettent en réseau et ils voyagent en réseau. Donc, quand toi tu pars, peut-être sur un salon international, que tu prends 2 mètres de table, eux, ils prennent 12 mètres avec des variétés de pierres, mais vraiment aucun Européen ne les challenge. Donc, moi, j'ai pensé à Nat Mining avec l'équipe que c'est bien de faire des sessions d'information, de sensibilisation pour se mettre ensemble sur ce secteur parce que quand on arrive à l'international, il faut qu'on puisse peser. Les Indiens qu'on a rencontrés à Anvers, par exemple, nous ont dit qu'il y a 20 ans, ils sont arrivés à Anvers, ils prenaient des petites chambres, ils ne pesaient pas, c'était les Juifs qui avaient tout le marché des diamants à Anvers. Aujourd'hui, les Indiens ont 60% du marché des diamants à Anvers parce qu'ils sont ensemble. Donc ils se serraient dans les champs et ils taillaient les pierres dont personne ne voulait. Parce que quand tu arrives à Anvers, si tu as un diamant qui n'est pas DEF, personne ne te regarde. Or, les Indiens, ils taillaient tout. Donc, ils ont pris ce temps-là et en même pas 20 ans, ils sont devenus les maîtres dans le domaine du diamant. Ce qui est paradoxal, comme l'a dit le chef Fallot tout à l'heure, c'est qu'à Madagascar, on a les meilleurs saphirs du monde, mais les pays qui en bénéficient sont ceux qui taillent et sont ceux qui finalement achètent. A contrario, on a le Botswana qui a transformé son économie en taillant sur place, en installant des tailleries sur place. Et là, il n'y a même plus photo. Le Botswana est en train de prendre une tangente incroyable. Et je pense que le Cameroun, Chief Fomakensa l'a dit tout à l'heure, en termes de ressources humaines, franchement, il n'y a pas photo. Parce que quand tu vas à l'international, en termes d'intellect, les Camerounais sont d'une intelligence qui n'a même pas... C'est même plus à démontrer. On a un très 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 haut niveau d'éducation et d'instruction. Et donc ce niveau d'instruction, il faut qu'on le mette à profit. Donc quand tu arrives sur le marché international, pour être compétitif, il te faut 100 kilos. Si tu achètes donc 100 kilos d'améthyste à 12 millions chez nos collecteurs ou artisans, la taille va te coûter 60 millions, bien sûr si tu n'as pas de taillerie. Tu vas payer des taxes peut-être pour 1 500 000 francs. Tu vas payer le transport des 60 kilos à 1 million, la douane à 1 million. La foire, tu vas payer le stand 5-6 mètres à 5 millions de francs CFA. Billet d'avion, hébergement pour une semaine, tu es à 2 millions. Et tu revends tes 60 kilos à 165 millions, donc tu as un bénéfice de 82 500 000. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire comprendre que c'est important et capital d'investir dans les pierres. Pour aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a 5 sessions. On a cette session en juin, on aura une session en juillet, en août, en septembre, en octobre. Et à chaque session, on va présenter un pan et une opportunité pour tous ceux qui veulent investir dans le secteur des pierres de couleur. Donc, je me représente encore, je suis Moussa du PNUD. Je vais déjà féliciter Nat Mining pour cette initiative. Le programme ACP Union Européenne est un programme qui vise à accompagner, à promouvoir ce secteur au Cameroun. Je vais juste dire une petite anecdote. On a eu, dans le cadre de ce programme, avec le Fonds de garantie africain, 2 millions d'euros pour soutenir le secteur au Cameroun, c'est-à-dire garantir auprès des banques camerounaises des prêts aux artisans. Et le programme ACP est dans 6 pays, dont le Cameroun. Le Cameroun est le point focal pour l'Afrique centrale. Et j'ai organisé un atelier où j'ai invité les responsables des banques de microfinance. Mais est-ce que vous savez que les 2 millions d'euros sont repartis dans d'autres pays parce que les banques ont trouvé que c'était un peu risqué. Et moi je pense que le potentiel est énorme. Donc je loue cette initiative parce que ça permet aux acteurs, aux investisseurs du secteur de connaître qu'on a des richesses. Et je reviens encore à féliciter Nat Mining puisque
Au Cameroun, on n'a aucune unité de taille de pierre. Donc j'étais assez surpris quand je fais de taille. Ça c'est clair parce que quand elle dit donner la valeur ajoutée, c'est comme ils disent, hein, c'est le sorting, c'est-à-dire que déjà le tri, il faut être à mesure. Elle a parlé d'1 kilo quand ça vient. Dans les 1 kilo, il faut l'artisan il ramasse, mais si vous achetez 1 kilo, c'est pas 1 kilo de pierre. Il faut bien connaître. Maintenant, il y a le grading, c'est-à-dire que le grading, il y a le coating polishing et après la commercialisation. Toutes ces étapes sont des étapes à maîtriser, mais voilà, nous voulons très bien faire ce transfert ici. Et moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Voilà, nous sommes très ouverts au partenariat. Moi, je coordonne ce programme au niveau du Cameroun, c'est un financement de l'Union européenne qui est mis en œuvre par le PNUD et nous restons très ouverts pour accompagner cette initiative au niveau du Cameroun. Je vous remercie. Parler de la mise sur pied d'une taillerie de pierre à Yaoundé, j'aimerais connaître quelle est votre stratégie. En ce qui concerne les pierres de couleur, est-ce que vous avez le potentiel? Est-ce que vous ne pouvez pas valoriser ce que vous ne maîtrisez pas? Est-ce que vous connaissez le potentiel de ces pierres que vous voulez valoriser? Voilà, quelle est la qualité, la quantité, les caractéristiques techniques de ces pierres? Merci, c'est de pouvoir ouvrir le capital de notre mining et faire entrer des investisseurs, d'abord locaux, parce qu'on a des investisseurs internationaux. Mais on ne voudrait pas que le maximum du capital vienne de l'étranger. On voudrait que pendant les 5 sessions qu'on va faire, que les Camerounais qui veulent investir dans le secteur puissent aussi prendre des actions. Première des choses. Deuxième des choses, en fait, on a à l'intérieur de notre mining des personnes qui se sont certifiées pour analyser les pierres de couleur. C'est-à-dire, on a fait des formations en Afrique du Sud pour évaluer le coût des gemmes. Donc, on sait évaluer les pierres, tout type de pierres. On a des personnes qui savent évaluer les améthystes, les saphirs, les tourmalines, les grenats. On a même des experts partenaires qu'on fait venir souvent quand il y a des personnes qui veulent acheter plus de quantité. Ils viennent pour évaluer les diamants bruts. Donc, on a ces partenaires-là qui nous accompagnent dans l'expertise des pierres. Je vous en prie. Bien suivi ce qu'elle a demandé. Ça veut dire que pour passer à la commercialisation, de maîtriser vos réserves. C'est-à-dire, si vous avez choisi, comme nous venons de voir la Russie, vous connaissez là où vous pouvez trouver, vous quantifiez. Et vous savez déjà qu'on a telle réserve, telle endroit. De telle manière que si l'exploitant vient, si vous avez peut-être un partenaire, que vous n'hésitez pas. Donc je crois que c'est dans ce sens qu'elle est allée, qu'elle a amené. Et je voulais ajouter comment est-ce que vous fonctionnez avec, parce qu'il y a plusieurs termes, collecteurs, artisans, prospecteurs, creuseurs. Comment est-ce que vous fonctionnez? Parce que là, c'est comme si nous sommes toujours dans l'informel. D'accord, ok. Donc, maintenant en anglais, il a expliqué la structuration. Donc, les artisans miniers creusent et vendent leur production aux collecteurs. Les collecteurs vendent leur production aux bureaux d'achat et les bureaux d'achat vont à l'international. Donc, on suit cette ligne-là. On accompagne les artisans miniers et on travaille avec les collecteurs. Donc, c'est pour ça que là, vous avez des artisans miniers et des collecteurs avec lesquels on travaille. Maintenant, pour ce qui est de la productivité, land mining, en fait, on n'est pas dans une stratégie d'évaluation d'un sol avant d'aller le vendre. Nous, on commercialise la production de ceux avec lesquels on travaille. C'est-à-dire qu'à partir de la production qu'on a, vous allez voir ce qu'ils ont là, c'est un échantillon. On ne répond pas, parce qu'il y a des personnes qui nous envoient des demandes. Je veux 100 kilos d'or à vendre. Par exemple, je veux que vous me livriez 100 kilos d'or par mois. Je lui dis franchement, on ne va pas vous livrer 100 kilos d'or par mois. Donc il faudrait qu'on soit, on ne vend pas du rêve. Hein. Donc on est dans la réalité, on est dans nos départs. On a dit tout à l'heure, ça fait 4 ans qu'on est là. Donc on va progressivement, on ne va pas plus vite que la musique.
Dans ces fonctions de ce qu'on a, on ne fait pas des stocks ou alors des stocks grands et puis après qu'on a un grand stock, maintenant on cherche un acheteur. On évolue avec la productivité de nos artisans, on les fait monter en puissance, on découvre de nouveaux puits, on investit dans des nouveaux puits. Donc on investit également avec nos artisans miniers pour pouvoir travailler. Mais ce dont on est sûr, c'est que tant qu'on n'a pas la taillerie, on ne pourra pas avoir la production qui va avec. Pourquoi ? Quand tu vends, je prends les vendeurs de cacao de l'époque, avant qu'il y ait les coopératives. Si tu cultives quelque chose que tu vends et qui ne te donne pas suffisamment de retour, c'est-à-dire tant qu'on n'était pas encore organisé et qu'on pouvait vendre le cacao à l'international, tu pouvais cultiver ton cacao pour ta consommation personnelle, mais tu n'avais pas envie de cultiver des autres hectares parce que tu sais que si tu cultives des hectares, tu sais où il y aura un débouché parce qu'on est structuré. Donc on est encore à l'étape de la structuration en interne. On ne peut pas prétendre avoir la capacité d'organisation des pays comme l'Afrique du Sud, mais on va y arriver. Donc on est dans un processus. Une fois qu'on aura commencé à installer des tailleries, comme l'a dit le coordinateur du programme du PNUD, vous arrivez dans des pays, il y a 10, 15, à Jaipur, en Inde, il y a 50 000 tailleurs de pierre. Au Cameroun, on n'en a pas un. Donc on ne peut pas aller plus vite, on est obligé d'aller d'abord progressivement, on est à nos débuts. Et quand on arrivera à un certain seuil, on sera capable de dire, ok, on a mis en mouvement dans telle ou telle région. Vous avez vu là, tout à l'heure, on a parlé de 4 régions type du Cameroun où il y a des pierres, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus partout. Et quand on sera à même de pouvoir vendre une pierre qui a une valeur, c'est-à-dire que l'artisan, pour l'instant, quand il sort du brut, souvent il reste avec 1 mois, 2 mois, c'est pas encourageant. Maintenant, si l'artisan sait que si je sors mon brut, je vais le tailler tout de suite et mon brut a une valeur, tout de suite ça va augmenter la productivité et ça va permettre justement qu'on va augmenter notre compétitivité au niveau international. Féliciter la structure qui a vu le jour, mais en suivant toutes les présentations, je me perds un peu. Je me perds. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions qui passent dans la tête, beaucoup de questions à la fois. Quand tu entends que c'est la première usine qui sera mise sur pied à Yaoundé, ça veut donc dire que le Cameroun, dans un premier temps, ne vivait pas. Ou bien on était des aveugles, je ne sais pas. Bon, alors, qu'est-ce qui... La première question, peut-être, va s'adresser aux Minites. Qu'est-ce qui a été fait? Comment a été structurée l'exploitation des mines au Cameroun? Qu'est-ce qui se passait depuis jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau? Jusqu'à ce que la structure Nat Minen commence à ouvrir les yeux aux gens. Qu'est-ce qu'on fait depuis? Comment ça se passait? Et l'autre chose, est-ce que la structure que vous avez mise sur pied travaille déjà avec le ministère de tutelle? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà un contrat qui vous permet, ou bien vous avez déjà un accompagnement du gouvernement? Voilà les questions qui me passent en tête. Je m'arrête à ce niveau pour le moment. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller technique, pour votre question, pour vos questions. Je commence par la dernière. Nat Mining est déjà accompagné par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, en ce sens que c'est ce ministère qui lui a délivré son autorisation d'ouverture d'un bureau de commercialisation des substances minérales. Et voilà. C'est pas parce que Nat Mining est investi dans le secteur de la géologie que Nat Mining vient ouvrir les yeux au ministère. Déjà, comme je l'ai dit dans mon discours, le ministère des Mines s'était rendu compte que le secteur de la géologie est un secteur générateur des revenus. Et par là, en partenariat avec le programme ACPU, Union européenne, nous avons fixé
pour objectif principal en 2019 de valoriser les minéraux de développement, parmi lesquels les jeunes. Et là, nous sommes sur le processus d'ouvrir une taillerie. Donc, l'initiative de NAC Mining vient juste de s'arrimer à notre mission phare. Je vous remercie. Vous voulez valoriser, en fait, créer une unité de taille. J'aimerais tout à l'heure on a posé la question de savoir est-ce que NAC Mining maîtrise le potentiel. Parce que lorsqu'on veut investir, peut-être dans la valorisation, on doit connaître le potentiel. Si on fait une étude de marché, est-ce que mon investissement sera rentable à court, à moyen et à long terme? Parce que tu peux avoir pas répondre à cette question. C'est ça? Oui, madame. Question. On parlera de chaque étape au niveau des 5 sessions. On ne va pas tout dire là comme ça. Voilà. Qui est un pays assez entreprenant, où les compétences humaines sont de bonne qualité, n'a pas encore une taillerie. Alors que le Nigeria qui a apporté une taillerie. Nous savons que le secteur minier c'est un secteur assez important. Donc je ne sais pas pourquoi le Cameroun éprouve de retard énorme dans ce domaine. Ma deuxième préoccupation c'est comme NAC Mining accompagne, vous avez dit les artisans. Le secteur, nous savons que le secteur, dans ce secteur-là, généralement, les emplois sont précaires. Je parle en tant que représentant du ministère de l'Emploi. Qu'est-ce que NAC Mining fait de telle sorte que ces emplois-là sont vraiment des emplois décents? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un secteur où les emplois sont précaires. J'ai en plus celui qui parlait de comme c'était ça fonctionnait comme dans le secteur informel. Alors, est-ce que NAC Mining fournit des efforts assez importants de telle sorte que ces artisans trouvent plutôt des emplois décents et productifs? Je vous remercie. Je vais passer la parole. Je vais déjà féliciter les intervenants pour la qualité des exposés. Nous avons beaucoup appris. Je représente le ministère de l'économie et la place que le secteur minier occupe dans la transformation structurelle de l'économie du Cameroun est très importante. Je veux comprendre et vous poser une question spécifique. Quel type d'accompagnement vous attendez de nous? Vous parlez de la construction d'une taillerie. Est-ce qu'à votre niveau, ce projet est mature? Parce que nous ne nous investissons pas lorsqu'un projet n'est pas mature. Quel est son niveau de maturation? Vous avez également parlé d'ouvrir le capital. Est-ce que vous allez ouvrir NAC Mining, c'est une société privée? Et je voudrais comprendre, vous ouvrez le capital uniquement pour les privés ou avec l'État également? En fait, vous avez raison. Le Cameroun compte près de 20 000 artisans miniers. Voilà, sous le contrôle du CAPAM. Je tiens à dire que le CAPAM a été à nos côtés dès le départ. C'est-à-dire que le CAPAM, c'est le cadre d'appui à la promotion de l'artisanat minier qui encourage les initiatives privées et est vraiment là pour pouvoir nous booster à avoir une certaine représentativité. Et le CAPAM, c'est le bras du MINUIT en matière d'accompagnement minier. Maintenant, pour ce qui est de l'emploi, les artisans miniers sont des c'est des entrepreneurs en fait, donc ils ont leur propre emploi. Et justement, les missions de l'État, au travers justement du CAPAM, c'est de les accompagner sous diverses formes. En quoi est-ce que NAC Mining veut améliorer le niveau des artisans miniers? C'est à 3 niveaux. Premièrement, on a souscrit une assurance avec Beneficial, parce qu'on s'est rendu compte que ces artisans miniers parfois nous appellent pour 5 000 francs CFA de maladies, de médicaments, des choses comme ça. Donc on a dit aux artisans miniers qu'on a souscrit un contrat de groupe. S'ils veulent aller à Beneficial pour pouvoir se faire soigner directement au niveau local, ils pourront le faire. Deuxièmement, on est en train de rencontrer un partenaire qui a une licence pour construire des logements décents, mais sans avoir besoin d'un architecte, avec des matériaux locaux des zones reculées. Donc on pense qu'avec ce partenaire-là, quand il sera sur place, il est prêt à faire des formations gratuites
aux artisans et ils ont dit qu'avec 3 artisans, ils montent une maison dans les villages, vraiment avec l'énergie solaire, une maison, on espère qu'avec l'aide du Minépat, c'est ce genre de projet va voir le jour. Et aussi, dans la taillerie qu'on a envie de mettre, on a un partenariat avec l'Association des lapidaires de France pour ouvrir un centre de formation au métier de lapidaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire seulement la taillerie, mais on veut faire le centre de formation au métier de lapidaire. Lapidaire, c'est tailleur. Donc on aimerait, ils sont prêts à venir former pendant 8 mois une vingtaine d'artisans des villages pour leur donner justement le savoir-faire et revenir comme ça par séquence. Maintenant, pour la réponse du Minépat concernant l'investissement et l'ouverture du capital, je vais passer la parole. Concerne tout le monde. Concerne tout le monde. C'est une société privée. La difficulté pour répondre à votre question, c'est que généralement, l'État aborde le problème à l'envers. C'est-à-dire que c'est l'État qui crée des sociétés, disons, d'économie mixte et ouvre son capital au privé. Alors maintenant, le privé, prenant le problème à l'envers, on peut avoir si effectivement les structures gouvernementales sont intéressées, elles peuvent ouvrir une négociation avec Nat Mining. Parce que, comme vous avez pu suivre au cours de cette soirée, il y a une expertise réelle que Nat Mining a accumulée déjà depuis 4 ou 5 ans. En interne, avec les artisans miniers, l'achat, les partenaires étrangers, lapidaires, et ainsi de suite. Donc, à partir de cet exposé que vous avez eu en si peu de temps, vous touchez du doigt l'aptitude et les capacités de Nat Mining à aller plus loin. Donc, la valeur ajoutée de Nat Mining était d'agir sur le secteur privé, étant entendu que l'autre aspect, partenariat public-privé, est à l'initiative du gouvernement. Mais il va falloir que le MINMID porte le projet. Parce que s'il faut que l'État, parce qu'il faudra peut-être aller chercher des financements à ce projet, que le MINMID porte le projet et que cela se manifeste effectivement dans le cadre de sa programmation et son budget pour l'avenir. Parce que qu'est-ce qu'on constate la plupart du temps? Il y a les belles idées, on dit oui, les orientations, c'est pas là, mais au niveau opérationnel, cela ne se matérialise pas. Donc, nous allons travailler, nous sommes tous dans le même bateau avec le ministère des Mines et vous, pour vous accompagner dans ce sens. Mais il va falloir que le ministère des Mines, effectivement, porte le projet. Je pense que notre accompagnement, quand nous avons demandé si le projet était mature, il s'agit de voir, certainement, vous avez besoin de machines spécifiques pour tailler les pierres et tout, donc il va falloir avoir les proformas, tout ce que ça a. Comme je le disais tantôt, je suis François Sébu. Je suis acteur du secteur et le milieu dans lequel j'exerce déjà depuis 8 ans. En fait, moi je voudrais m'inscrire un peu dans la logique de la dame parce que il faut déjà, comme tout le monde semble si bien le faire, saluer déjà l'initiative et tout. Mais j'ai toujours bien peur parce que des sessions comme celle-ci, il arrive qu'elles soient organisées et puis plus tard il n'y a pas de suivi. Ça c'est déjà mon premier souci. Parce que, comme le monsieur du Minépat disait tout à l'heure, il y a toujours des émissions de très belles idées. Et après, il n'y a pas de suivi. Il y a d'abord ça. Ensuite, maintenant, il y a un autre problème, le problème de la coordination. Je remercie déjà l'opportunité qui nous est offerte par Nat Mining qui nous permet de discuter en live avec 4 ministères au même moment. Sauf si j'oublie. C'est une très très bonne initiative parce qu'on a un problème d'accompagnement et de coordination des actions. C'est-à-dire que lorsque nous initions un projet, une vision veut être implémentée quelque part, habituellement on est isolé.
des actions, certainement, NAD est en vue aujourd'hui parce que NAD a posé une action de niveau peut-être, sur une échelle peut-être de 10, de niveau 7. Mais à Bédoua, à Bétaouro, il y a certainement des actions sont posées là-bas, mais qui ne sont pas honnêtement accompagnées de la même, ou bien mises en vue de la manière que c'est fait aujourd'hui. Moi, j'ai un petit souci encore sur un autre plan parce qu'il faut harmoniser aussi, comme le disait un monsieur de la CEMAC, il disait, je crois avec l'accompagnement, avec l'appui du GIZ, il disait, il faut harmoniser les procédures. Il disait, il y a continuité des gisements miniers sur tout le territoire d'Afrique centrale. Il faut harmoniser les procédures. Il faut initier, il faut lancer, il faut démarrer. Et véritablement, il faut implémenter. Natmining vient donc avec une taillerie. Natmining se bat pour les formations. Natmining se bat pour qu'il y ait une véritable expertise. Mais est-ce que Natmining aura le soutien? Parce que pour les discours, nous sommes tous Camerounais, vraiment nous ne voulons pas. Donc, véritablement, ça c'était un premier souci. Et d'autre part, je voulais souligner encore autre chose, c'est pour lever un peu un voile aussi qui semble toujours rester, c'est il faut comprendre que la structuration du secteur minier ne date pas, je parle sur le contrôle du ministère des Mines, ne date pas de longtemps. Le premier code minier c'est 2001. Donc, comme le monsieur disait tout à l'heure, est-ce qu'on était aussi dans les ténèbres? C'est vrai, nous étions dans les ténèbres, il ne faut pas fuir l'expression, nous étions dans les ténèbres. Le code minier c'est 2001, amélioré je crois en 2013, et puis maintenant retouché en 2016. Le code minier communautaire, tous les États de la CEMAC, c'est récemment, c'est 2017. Donc c'est novembre 2017. Donc en réalité, il y a un problème de structuration, d'harmonisation, d'accompagnement et véritablement de financement. Là, je vais chuter en faisant un peu au monsieur du NUD. Pour le monsieur du NUD, je voulais lui dire une chose. Nous avons souvent monté des business plans. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. On peut en sortir des tonnes. Mais il y a un souci, c'est que le législateur camerounais, véritablement, n'a pas encore trouvé la passerelle entre le secteur minier et le besoin de financement dans le secteur minier et l'octroi de financement. Je m'explique. J'ai une entreprise à l'Est. Je fais l'exploitation minière. Je ne peux prétendre à aucun crédit bancaire de manière basique. Maintenant, il faut maintenant que, dernièrement, nous étions en séminaire avec le ministre des PME à la Chambre d'agriculture. Ça a été clairement souligné par la directrice des PME. Elle disait il y a un souci réel pour les acteurs du secteur minier eux-mêmes. Là, j'ai fait un complet d'Anatmani avec la grande spécialité qu'ils ont. C'est-à-dire il faut maintenant qu'ensemble, soit nous mettons ensemble, nous créons un réseau, soit une plateforme, et que nous structurons le milieu en pensant aux techniques, en proposant au niveau de la salle, peut-être pas les plaidoyers, tout ce que vous savez. Donc je vous remercie, et puis c'était ma contribution ici. Elle ne connaissait pas peut-être le programme. Ma chère collègue ici m'a appelé, et là, c'est déjà une idée qui était là. C'est-à-dire mettre des unités de taille artisanale. Il y a une, mais il y en aura peut-être une dizaine, une vingtaine. C'est-à-dire former les gens, donner l'expertise, parce que ça c'est le premier problème. Les gens ne connaissent pas les pierres. Les gens ne connaissent pas la qualité des pierres. Même les artisans, ils ont besoin de l'expertise. Ils doivent connaître ce qu'il y a comme pierre, la valeur, avant de pouvoir vendre. Et les artisans, ils doivent vivre de ça. Nous, on a fait un état des lieux au Cameroun, et on s'est rendu compte que 90% sont dans le secteur informel. Et moins de 10% un compte bancaire. On a recensé plus de 8000 artisans. C'est-à-dire dans tout le secteur, on est allé un peu partout. Et comment est-ce qu'on peut promouvoir un secteur qui est informel? Comment vous allez faire le business avec le secteur informel? Les partenaires financiers, les investisseurs ne vous prennent pas au sérieux. Donc la première chose que nous avons fait, c'est de dire au ministère de Mines, il faut la formalisation. Il faut que les gens se mettent en coopérative. Il faut que les gens s'organisent. Il faut que le secteur s'organise. Déjà après la formalisation, il faut accélérer le business. Il faut un modèle d'affaires. Il faut un business. Quelle est la stratégie du ministère même pour accompagner ce secteur? Là, on a dit rapidement, à partir de juin, on va aider le ministère à avoir une stratégie pour accompagner ce secteur.
Maintenant, les unités de taille, comme elle dit, si vous taillez une pierre, vous allez en Allemagne, c'est différent. Ils ont la taille est différente aux États-Unis, etc. On doit connaître le marché. Et le marché des pierres gemmes, peut-être Cameroun, peut être de moins de 10%. Donc c'est un marché international et c'est exigeant. Donc tout ça, ceux qui investissent dans ce secteur, on doit connaître. Et c'est pour cela que nous pensons que là, il y a l'accompagnement du PNUD en partenariat. C'est un projet du ministère de Mines. Nous accompagnons, financé par l'Union européenne. L'objectif, vraiment, c'est que ce secteur au Cameroun contribue à améliorer les conditions de vie des artisans eux-mêmes, déjà, et les recettes de l'État, améliorer la croissance, le PIB, etc. Et pourquoi pas, on doit être en mesure d'améliorer nos conditions de vie avec les pierres que nous avons, les richesses du sous-sol. C'est vraiment surprenant qu'on n'ait pas une seule unité de taille, comme j'ai dit, et qu'à Lusaka, je suis allé juste dans la ville, la capitale, j'ai recensé plus de 25 unités de taille. Artisanal, les gens, c'est des unités familiales. On n'a pas besoin de dire qu'on veut faire une unité de taille de... J'ai reçu une demande du ministère des Mines qui voulait mettre une unité de taille de plus de 1 milliard. J'ai dit, bon écoutez, venez, on va assembler, vous voyez, c'est des petites unités familiales qui taillent cette pierre. Les artisans ils taillent et nous, on facilite, on fait la collection, ils peuvent vendre. Et maintenant, si vous avez des belles pierres, les gens vont quitter pour venir acheter la pierre là où vous êtes. Parce que là, le monsieur a parlé de quelque chose de très important, les plateformes. Il faut organiser la chaîne d'approvisionnement, mais il faut les plateformes. Et là, je pense qu'avant qu'on se quitte ici, on aura déjà peut-être les WhatsApp ou tous les acteurs ici, qu'on puisse déjà commencer à partir de l'initiative de NatMining à mettre en place une plateforme d'acteurs de ce secteur et on commence à réfléchir. Pour pouvoir sortir ce secteur, il faut commencer quelque part et c'est pour ça que nous apprécions leur initiative. Et moi, je suis très content qu'il y ait tous les autres ministères. Et en matière d'emploi, c'est un secteur, on a déjà dit 20 000. Et si on a des coopératives, c'est déjà sécuriser l'emploi en fait. Et ça, dans notre, au niveau du PNUD, on pense que il faut, c'est important déjà, premièrement, formaliser. Il faut sortir de l'informel. Sinon, c'est difficile de faire le business là-bas. Parce que vous voulez votre vis-à-vis le connaître quand même. Parce que si vous ne le connaissez pas, si elle est une coopérative, ça veut dire qu'elle est légale, etc. Et on peut faire le business. Je vous remercie. J'invite à vous lever et à aller admirer les pierres. Bien entendu, vous pouvez poser des questions. Et en parallèle, il y a également une petite pause rafraîchissement parce qu'on a beaucoup parlé. Donc ceux qui veulent commencer par le rafraîchissement peuvent commencer et aller voir les pierres. Et donc la session d'aujourd'hui est terminée par cette dernière articulation. Sachant qu'on peut se retrouver dans un mois, vous serez invités. Comme on vous a dit, il y aura 5 sessions avec des thèmes différents. Et on espère que, comme l'a dit mon collègue Bertois, cette première va susciter au niveau justement de l'administration. On remercie les différents ministres représentés ici ce soir. Et vraiment, je pense qu'on va aller de l'avant. Et vu la réaction, je pense qu'on est accompagné par les ministères parce qu'on leur a écrit et ils ont répondu. Ça veut dire qu'ils sont là pour nous accompagner. Vraiment, je vous remercie. À tous ceux qui sont venus, les opérateurs économiques, les responsables, les participants, les collecteurs, un grand merci. Et je pense que vraiment, c'est que la première d'une longue chaîne pour nous emmener vers l'émergence 2035. Merci. Ceci n'est pas taillé, c'est brut. C'est taillé déjà. Bon, les outils, où est-ce que vous les trouvez? Ils ont tous été taillés. C'est utile. Tif, IP, tu as eu l'œil du tigre. L'œil du tigre. Ça, c'est l'œil du tigre. Tu as eu dans quelle localité? Avec le Nigeria. Oui, dans le sous-sol. Oui, dans le sous-sol, bien sûr. Oui, tout à fait. Là, c'est oui, ça c'est taillé. Ça c'est taillé.
Le rubis, le saphir et le tunnel et le diamant. Le diamant, c'est ça ici. Mais combien de bouteilles c'est ça? Vous savez, ça c'est une pierre, ça dit c'est la spécialité. La spécialité c'est une autre genre. Vous savez, la grenade, il y a plein de grenades. Nous avons le grenade mandarin, il y en a plusieurs. En fait, celle-là, elle est particulièrement comme ça. Elle se présente généralement. Madame, on peut parler. Vous pouvez faire des bijoux, vous pouvez faire des bracelets. Même ici, c'est une chose. Oui, oui. La particularité ici, c'est que ça ne s'allie. Mais ceux-ci, elles sont transparentes. C'était Facile à tailler. C'était beaucoup. Exactement. Transparent. C'était translucide. Est-ce que ce grenat, est-ce qu'il est naturel? Il est naturel. Rassurez-vous, il est naturel. Il est naturel. Rassurez-vous. Rassurez-vous, il est vraiment naturel. Vous pouvez voir. Aussi, c'est bien ici, une fois taillé. Vous savez, notre difficulté, c'est beaucoup plus l'investissement. Nous n'avons pas assez d'argent. Généralement, on s'auto-finance. Parce que si vous repassez dans les zones qu'on a exploitées, je crois qu'il y a beaucoup de... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Notre sous-sol est tellement riche. Généralement, ça, c'est des choses qui ne sont pas très très lourdes. C'est des travaux, pas moins de 2, 3, 4 mètres, on les trouve. Parce que si on dit qu'on va aller très profondément, nous n'avons vraiment pas assez de superficiellement. Oui, superficiellement, justement. Les grenats, on les trouve comme on peut trouver des diamants. C'est-à-dire, ils sont ça, c'était vu des améthystes, légèrement polis. Quartz. Oh, ouais, fumé, exact. Logo saphir, Zakayudar. Kalbanyo to. Okay, now you go 100. Sambolako. Jurka. Le coup kilo no aidi mi watati. Les zircons. On a les zircons, on a les saphirs verts, on a les saphirs jaunes, on a les saphirs bleus. Ça, ce sont des quoi? Donc, comme quand il y a là, donc, Fuji Adama, c'est l'automne où on est Adama. Oui, ça, c'est un présidiu. Diamant, madame. Diamant, regardez. C'est le diamant. Et les pieds voilà, comme ça, quand on filme, on a le nom de ça. Voilà. Très bon pour commencer. Franchement, nous sommes Mais je crois qu'il faut. C'est toi qui faut travailler à cette salle. C'est vrai que c'est l'Olivier. Frédéric, oui, M. François, vu que tu vois dans ton assiette, on va faire comment? Soyez là pour nous appuyer. Comment les gars? Tout ça diamant avec toi. Il y a des MPR comme ça. Tout ça diamant. Nous sommes hispanistes. Avec Adamo. Adamo Safir.
Comment il te sert ce salé là, tu vois? C'est quand je regarde maintenant qu'il non, Merci beaucoup. Les pierres de couleur font partie des minéraux de développement. Et comme vous le savez très bien, les minéraux de développement sont générateurs de revenus. Mais malheureusement, au Cameroun, ce secteur est assez mal connu. Voilà, nous manquons d'expertise et aussi ce secteur souffre de clandestinité. Alors nous avons un grand challenge de formaliser ce secteur, mais aussi de l'encadrer. Voilà. Quels seront les revenus, les avantages d'un tel investissement? Si vous faites des recherches et si vous approfondissez vos recherches sur les pierres de couleur, quels seront les revenus et quel sera l'apport au niveau des populations? Voilà. Une fois que le potentiel minier en gemmes sera connu au Cameroun, voilà, nous pouvons valoriser ces gemmes-là en les transformant localement. Et vous savez très bien que lorsque les pierres sont transformées localement, leur valeur est multipliée au moins par 1000. Et ceci va améliorer les conditions de vie des artisans miniers et aussi le ministère des Mines qui va encadrer le secteur, va prélever des taxes qui vont augmenter le PIB.